Élite Science, la science autrement. Salam encore une fois les gars. Alors donc on y va pour la troisième vidéo, donc quand même qui va être une vidéo un peu plus longue même, donc parce qu'on a regroupé quand même 4 choses. Donc on a regroupé aussi bien la fécondation, la gestation, l'accouchement et la lactation, donc dans une même vidéo. Mais ne vous inquiétez pas, ce sera juste sous forme de résumé, donc avec, comme je l'ai dit, l'essentiel du cours, donc ce qu'il ne faut pas quand même ignorer. C'est bon. Alors donc on va parler de la fécondation d'abord. Donc on sait que donc la fécondation, donc d'abord elle va avoir lieu juste, bon, on va pas dire elle va avoir lieu quand même, parce que ce qu'on appelle fécondation, c'est la rencontre entre les deux gamètes. C'est bon. Maintenant on va voir ce qui se passe après éjaculation. On dit que donc il y a l'éjaculation qui dépose genre 200 ou 300 millions, voire même 400 millions au fond de spermatozoïdes au fond du vagin. Maintenant après ça c'est ce qu'on appelle donc la glaire cervicale. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure avec la vidéo, qu'elle est donc voilà donc le cauchemar des spermatozoïdes. Pourquoi? Parce que généralement elle va piéger ici voilà donc beaucoup donc comme on a dit, la glaire cervicale ici élimine 99% des spermatozoïdes, donc et notamment tout ce qui présente une forme anormale, parce qu'il y a une certaine qualité de spermatozoïdes qui sera voilà donc récupérée par voilà donc par l'utérus. C'est bon, parce que quand même il y en a qui vont avoir peut-être qui n'auront pas de flagelle, certains vont avoir plusieurs têtes, ainsi de suite. Donc là quand même ce sont des anomalies qui ne peuvent pas être permises donc plutôt par l'appareil génital féminin. Et on dit que ici la glaire cervicale en fait est à l'origine de 10% de cas d'infertilité féminine. Parce que si elle est très épaisse, donc ça pose un problème. Elle va bloquer donc la majeure partie ou bien voir toute la partie donc des spermatozoïdes. Et ça quand même c'est un souci. Et là vous voyez que 30 minutes après éjaculation, donc les spermatozoïdes ont déjà commencé à remonter les trompes, donc pour aller à la rencontre donc des ovocytes. Et là plusieurs heures après, donc presque tout le monde est là. Donc là il n'y a pas vraiment photo. Donc ceux qui ont réussi à passer donc auront vraiment regagné donc les trompes, ainsi de suite. Et là on nous dit que ces spermatozoïdes maintenant conservent leur pouvoir fécondant pendant 4 à 5 jours dans les conduits génitaux, tandis que l'ovocyte, comme on a dit dans la leçon précédente, elle est fécondable 24 ou bien 36 heures après ovulation, sans quoi donc elle va dégrader. Mais avec la présence des spermatozoïdes, donc il y a une forte probabilité que voilà donc l'ovocyte ne se dégrade pas, parce que elle va tout simplement attendre donc voilà le prince charmant, comme on a l'habitude de le dire, et qu'il arrive. Donc là s'il n'arrive pas, elle va se dégrader autant pour moi. Et maintenant on nous dit que cette rencontre entre les gamètes va se faire dans le tiers supérieur de la trompe. Pourquoi? Parce que l'ovocyte donc est presque passif en mobilité, alors que les spermatozoïdes sont très actifs autant pour moi. Donc ils vont se rencontrer dans le tiers supérieur, donc c'est à peu près dans cette zone donc où il y a lieu donc la fécondation. C'est bon. Après maintenant on nous dit que les étapes de la fécondation c'est quoi? D'abord il y a ce qu'on appelle la rencontre entre les gamètes. Donc le spermatozoïde va entrer, donc plutôt après il va entrer. Quand le spermatozoïde entre, donc il va laisser le flagelle dehors, et automatiquement on va voir que les cellules folliculaires vont se rétracter. Et la membrane donc de l'ovule ou bien de l'ovocyte va devenir imperméable aux autres spermatozoïdes. Donc et ça c'est pour éviter ce qu'on appelle la polyspermie. C'est bon. Voilà donc et après maintenant il y a cet ovocyte 2 qui était bloqué en métaphase 2. Elle va reprendre donc son cours, donc la division va reprendre, ainsi que voilà donc on aura une autre division, la division équationnelle, avec la production du deuxième globule polaire. Ensuite, il y a une amphimixie qu'on appelle aussi la karyogamie. Ça, c'est quand il y a la fusion des deux noyaux, donc des deux gamètes. Donc, quand les deux noyaux fusionnent, les matériels chromosomiques les matériels génétiques vont se mélanger. Et ça, c'est ce qu'on appelle la karyogamie ou bien amphimixie, n'est-ce pas?
Et ça a pour rôle de rétablir ce qu'on appelle la diploïdie, parce que, rappelle-toi, il y avait une haploïdie, donc à la fin de la division équationnelle, donc les cellules étaient à N chromosomes, mais après karyogamie, maintenant, le noyau va devenir maintenant 2 N chromosomes, n'est-ce pas? Voilà, donc, et là, après, il y a une entrée en mitose de l'œuf en quelque sorte, donc le zygote, qu'on appelle œuf également. Donc, il va entrer en mitose et se fractionner, donc faire une première division. Donc, et là, on va avoir 2 cellules filles, n'est-ce pas? Alors, donc, juste une petite parenthèse. Généralement, on demande à savoir comment naissent les vrais jumeaux et les faux jumeaux. Donc, les vrais jumeaux, ils naissent d'une seule fécondation, c'est-à-dire un spermatozoïde entre dans l'ovule et cet ovule-là va se diviser en 2 embryons. Mais tandis que les faux jumeaux maintenant, c'est 2 ovules ou bien 2 ovocytes qui vont être fécondés par 2 spermatozoïdes. Donc généralement, c'est comme ça que naissent les faux jumeaux. Vous voyez que les vrais jumeaux sont toujours du même sexe. Soit ils sont 2 garçons ou bien 2 filles. Mais les faux jumeaux peuvent être soit 2 filles ou bien 1 garçon ou bien 1 fille, n'est-ce pas? Peuvent être de sexes différents. Alors une parenthèse aussi, les globules polaires donc ne sont pas fécondés. Dans le cas où ces globules sont fécondés, donc ils ne sont pas viables parce que les globules polaires ne sont pas taillés pour accueillir donc la gestation, n'est-ce pas? Donc là, il y a un souci pour ça. C'est bon. Alors maintenant, on va avoir quelques problèmes qui sont liés à la fécondation, comme par exemple la mobilité des gamètes par rapport aux spermatozoïdes qui n'ont pas de flagelle, ainsi de suite. Donc, ou bien si l'ovule n'arrive pas... Bon, pour l'ovule, sa mobilité n'est pas un problème. Donc, c'est la mobilité concerne plutôt quand même les spermatozoïdes, n'est-ce pas? Il y a également un problème qui peut être lié à la structure des gamètes. Donc, si les gamètes ont des malformations, donc par exemple, si les gamètes ne respectent pas l'haploïdie, donc si on a des gamètes qui sont diploïdes, là ça peut poser problème. Ou bien si on n'a pas le nombre suffisant de chromosomes, ainsi de suite. Donc ça peut être un problème lié à la structure des gamètes. On peut avoir aussi un problème hormonal, donc comme on l'a vu tout à l'heure, après fécondation, donc il y a une production de progestérone qui va entretenir cette grossesse. Si la progestérone n'est pas produite, si elle baisse, qu'est-ce qui se passe? La muqueuse utérine va se dégrader et le zygote peut mourir, n'est-ce pas? Donc ça, c'est un problème hormonal qui est lié donc aussi à la fécondation. Généralement, ce sont les 3 types de problèmes qui sont liés à la fécondation. C'est bon? Après maintenant, on va parler de la fécondation et maintenant de la gestation. Donc, ce qui va se passer après. Donc, deuxième jour, donc, il y a ce qu'on appelle le stade 2 blastomère. Un blastomère, donc, c'est une division donc du zygote. Donc, ici, vous voyez, il y en a 2. Là, il y a un seul. Ici, il y en a 4. Là, il y en a plusieurs. Là, il y en a même qu'on ne peut même pas compter. D'ailleurs, c'est pourquoi on l'appelle la morula, n'est-ce pas? Donc, mais bon, c'est pas très méchant. Et ça, c'est au bout du... On fait ça par étapes. Donc, au deuxième jour, après fécondation, il y a ce qu'on appelle donc le stade 2 blastomère. Au troisième jour, il y a stade 4 ou bien 8 blastomères. Donc, après maintenant, stade 4 jours, donc nous avons la morula. Donc, stade 5-6 jours, donc après fécondation, il y a le stade blastocyte. Et maintenant, ce blastocyte-là, donc c'est lui qui va aller se fixer sur la muqueuse utérine, donc sur l'endomètre. Et c'est ça qu'on appelle donc la nidation du blastocyte, n'est-ce pas? Et cette nidation-là va marquer quand même le début de la gestation, parce que c'est à ce moment-là maintenant que voilà, donc le placenta va se former et vraiment donc l'embryon le fœtus va se développer. C'est bon. Alors donc là, et les remarques importantes à faire ici, donc on dit que le trophoblaste, donc qui est la couche externe du blastocyte, donc c'est cette couche-là que vous voyez, donc c'est ça le trophoblaste. Et on dit que et c'est ça qui va se développer pour former ce qu'on appelle le placenta. Et ce placenta-là, donc, il est vraiment l'organe d'échange, il est le lieu de communication entre la mère et son enfant. C'est bon? Et ça, je crois, depuis CM2, vous le voyez. Donc, et il y a 2 types de circulation là-bas. Il y a une circulation photoplacentaire, donc c'est la circulation entre le fœtus et le placenta. Il y a aussi la circulation de l'autre côté, c'est-à-dire utéroplacentaire, entre l'utérus et le placenta. Donc, comme vous voyez, il y a ça, c'est l'utérus, ça, c'est le placenta, ça, c'est donc le fœtus, n'est-ce pas? Et le placenta est donc une surface d'échange, en tout cas, entre voilà la mère et son enfant. Pourquoi? Parce que tu vois, il y a une portion du placenta qui est une portion maternelle et il y a une portion du placenta qui est la portion fœtale également. C'est bon.
Et là, maintenant, ça, c'est la connexion entre le placenta et le fœtus, donc qui est le cordon ombilical. C'est bon? Allez, maintenant, un petit focus sur le placenta. Donc, ici, on voit que le placenta, il produit donc ce qu'on appelle une hormone qui est l'hormone gonadotropine chorionique, donc HCG. HCG, donc il remplace la LH, donc parce que l'LH donc en continu de production peut déclencher, voilà, donc peut créer un problème avec donc la production de l'ovulation, donc, et tu vois que sa quantité doit normalement diminuer. Mais bon, on verra qu'après, voilà, donc il y a quelque chose qui va changer. Pourquoi? Maintenant, le placenta, lui, il va produire la progestérone comme le corps jaune. Mais au début de la grossesse, qu'est-ce qui se passe? C'est le corps jaune même qui va s'en charger. Après, donc pendant le premier trimestre, donc le corps jaune va se charger de la production donc de progestérone, n'est-ce pas? Et maintenant, pendant cette période, après maintenant le premier trimestre, le placenta va être suffisamment mûr pour prendre le relais sur le corps jaune, et le corps jaune va faire ce qu'il fait d'habitude, c'est-à-dire se résorber et se dégrader. C'est bon? Et là, maintenant, ça nous permet de voir cette petite courbe que vous avez sûrement vue. Donc ici, cette courbe, pour l'analyser rapidement, vous voyez qu'entre le 0 et là, environ 2, donc il n'y en a même pas du tout. Donc ici, il faut qu'il y ait fécondation pour qu'il y ait une production de HCG, comme on l'a dit. HCG, c'est produit par le placenta. Maintenant, il faut voir que c'est après nidation donc que ça va se passer. Maintenant, 4 semaines donc après ovulation et après fécondation, donc peut-être 7 jours après, il y a une augmentation de HCG, n'est-ce pas, qui va atteindre un pic à la 8e semaine. Puis il y a une baisse donc jusqu'à la 12e semaine qui va coïncider avec la fin du premier trimestre, n'est-ce pas? Donc, et ça va diminuer continuellement. Tandis que la production d'œstrogène et de progestérone va augmenter. Et à partir de là, le placenta, comme on l'a dit, est suffisamment mûr maintenant pour prendre le relais sur la production des hormones. Donc, le HCG, lui, son rôle, c'est quoi? C'est de maintenir le corps jaune actif pendant le premier trimestre pour la production des hormones uniquement. Et maintenant, une fois que le placenta est mûr, le corps jaune va se dégrader. Donc lui, il n'a plus sa raison d'être. Donc c'est ça. C'est très organisé comme vous le voyez. C'est vraiment très très organisé. Voilà, c'est magique en tout cas. Hein. Donc là, et on va faire un focus. Donc pourquoi les règles disparaissent. Donc ici, on sait qu'après fécondation, l'embryon va produire le HCG, l'hormone HCG, n'est-ce pas? Et maintenant, cette hormone-là va maintenir le corps jaune en vie. Et ce corps jaune-là, il va produire la progestérone. Et tant que la progestérone est produite, donc l'endomètre va être maintenu. L'endomètre va être là, présente et ne va pas se dégrader. Et ça... Et vous voyez, on sait que l'apparition des règles est due à la dégradation de l'endomètre et la rupture des vaisseaux sanguins qui sont au niveau donc de cette partie. Et c'est ça qui provoque l'apparition des règles. Et comme la progestérone est sécrétée, donc l'endomètre sera viable. Là, les règles ne peuvent plus apparaître. Donc, et là, c'est ça, l'absence d'ovulation et l'absence de menstruation. C'est dû en grande partie grâce à cette hormone qui est la progestérone, qui est produite donc par le corps jaune. Pendant le premier trimestre, puis par le placenta, donc à partir du troisième mois, donc à la fin du premier trimestre. Et ça inhibe l'ovulation et maintient l'endomètre, et ça empêche la desquamation de l'utérus et l'apparition des règles. C'est bon. Alors donc on va avoir la vie intra-utérine, donc ça c'est pas très méchant. On sait que la vie intra-utérine, donc nous avons deux parties. Il y a la phase embryonnaire entre le premier et le deuxième mois. Donc c'est quand il y a le développement de l'embryon avec l'apparition des organes internes. Donc et la première ébauche de la vie d'être humain, c'est-à-dire l'embryon va présenter des oreilles, des yeux, ainsi de suite, un nez. Voilà, donc et le cœur même commence à battre avec et tout ça. Il y a également la phase fœtale à partir du 3e mois, donc on l'appelle un fœtus, donc jusqu'à son développement, jusqu'au 9e mois, donc là, on l'appelle un fœtus. Maintenant, après, il devient quand même un bébé parce que à partir du 6e mois, il commence à réagir au bruit extérieur. Donc, s'il y a un grand bruit, vous l'entendez sursauter, donc vous le voyez sursauter parce qu'il a peur, quelque chose comme ça. Donc, c'est ça, en quelque sorte, je crois que ça a été bien mis en détail sur vos cahiers, donc on va pas
trop s'attarder là-dessus. Quand même, pour l'accouchement maintenant, nous avons 3 parties généralement. Nous avons l'effacement du col qui se passe pendant le travail. Après, nous avons l'expulsion. Ensuite, nous avons la délivrance. Donc, le travail, c'est quand quand même ça travaille. Il n'y a plus de liquide amniotique. Il y a les contractions. On va voir tout de suite pourquoi. Après, maintenant, il y a l'expulsion, donc qui est l'accouchement proprement dit. Donc, en termes de temps, le travail peut durer même plusieurs heures, voire même 1 ou 2 jours. Donc, il y en a même qui me disent une semaine, mais bon, voilà. Donc, et pour l'expulsion, donc c'est environ 10 à 15 minutes. Et la délivrance, c'est juste après l'expulsion. Donc, c'est quand il y a la rupture du placenta qui va se détacher pour sortir. Donc, c'est comme ça que ça se passe en fait. Et là maintenant, le mécanisme hormonal de l'accouchement, c'est ça qui est aussi très important à comprendre. La production d'œstrogènes pendant la grossesse, ils sont à l'origine de la formation de récepteurs d'ocytocine. On va voir l'ocytocine, son importance. Après, ce sera pour l'allaitement. Donc, et ça, c'est très important aussi. On dit que cette ocytocine-là également va provoquer les contractions de l'utérus et va pousser également le placenta à produire donc les prostaglandines. Et ces prostaglandines-là vont stimuler les contractions utérines qui vont pousser le placenta à produire encore des prostaglandines, ainsi de suite. Et ça va effectuer un rétrocontrôle, une rétroactivation sur l'ocytocine, qui va également faire donc la même chose jusqu'à ce que l'expulsion soit effective, n'est-ce pas? Donc vous voyez que vraiment c'est très très organisé. Donc la vie est vraiment magique. Donc et maintenant on va parler de la lactation. Et pour la lactation, on commence par rapidement donc la structure du sein, donc il comprend 3 parties ou bien 3 tissus. Il y a un tissu adipeux qui est juste au-dessus. Il y a le tissu conjonctif qui est juste voilà donc voilà derrière. Et également donc il y a le tissu glandulaire qui est en réalité à l'origine donc de la production du lait, et on va le voir tout de suite grâce à l'unité de base du tissu glandulaire qu'on appelle l'acinus. Et je précise, on dit un acinus, des acini. C'est bon. Allez, maintenant, pour la production du lait, donc il se fait à partir des acini. Ça, c'est l'unité motrice de production de lait. Donc, et ça, l'acini, c'est comme ça en fait. Il est connecté donc au vaisseau sanguin. Donc, le lait que boit l'enfant provient du sang de la mère. Donc, c'est le sang de la mère qui se transforme en lait grâce à cette unité qu'on appelle un acinus, n'est-ce pas? Et cet acinus-là va produire du lait à partir des acini. Donc, ces acini-là produisent du lait. Et maintenant, au niveau des acini, il y a des cellules contractiles qui vont se contracter pour expulser le lait donc au niveau du sein. Donc, et ça, c'est la contraction des cellules contractiles qui va faire que le lait va être éjecté. Et ça se passe quand le bébé effectue la tétée. On va voir tout de suite comment ça se passe en fait. Ici, l'action principale, c'est en fait la prolactine et l'ocytocine. Ce sont ces 2 hormones-là qui sont vraiment à l'origine donc de la lactation. Et aussi également le bébé, parce que tant qu'il tète, il n'y a pas de problème, il y a production de lait. Donc, mais dès qu'il arrête la tétée, donc vous voyez que après, voilà, donc quand on fait le sevrage, donc c'est ça qui se passe en fait. Après le sevrage, comme il n'y a plus de tétée, donc ce qui se passe, il n'y aura plus de lait. Pourquoi? Parce que à chaque fois que le bébé tète, donc c'est une stimulation qui sera envoyée à l'hypothalamus. L'hypothalamus donc va exciter l'hypophyse et l'hypophyse va produire donc la prolactine et l'ocytocine. La prolactine va entraîner la création du lait par les cellules sécrétrices. Et l'ocytocine maintenant va entraîner la contraction des cellules contractiles pour l'éjection du lait. C'est bon? Vous voyez que c'est quand même très 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 organisé. C'est vraiment magique. Donc voilà, c'est ça en fait donc qui constitue la lactation. Et c'est ça donc qui constitue donc voilà, donc on va terminer avec ce petit résumé sur les hormones ainsi que leur rôle donc pendant voilà donc l'accouchement de la fécondation, donc jusqu'à l'accouchement en général. Donc ici, mais on parle plus précisément donc de la lactation, mais principalement retenez que l'action de la prolactine et de l'ocytocine donc sont les plus importants. La prolactine sert à la production du lait, l'ocytocine sert à l'éjection par contraction des cellules contractiles. C'est bon? Voilà donc les gars, maintenant on va passer à l'exercice d'application.